Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des différentes catégories de chercheurs, en dénonçant que nous devons tous, scientifiques et chercheurs, faire l'effort et aspirer à devenir un chercheur ultime, qui n'est autre qu'un chercheur visionnaire qui vit pour l'impact de la communauté, qui vit pour faire changer les choses. Et aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'avoir comme invité quelqu'un qui, je pense, est un chercheur ultime. Au sortir de cette interview, j'espère que vous en conviendrez avec moi qu'il a effectivement l'étoffe de ce chercheur visionnaire africain, qui accomplit des choses que beaucoup d'autres scientifiques et chercheurs, même en fin de carrière, ne peuvent se vanter d'avoir accompli. Il a gagné des projets à plus de milliers d'euros et il a encadré, tenez-vous bien, pas moins de 250 étudiants depuis une dizaine d'années. Ce chercheur, je l'ai retrouvé, il se trouve au Bénin. Il a créé de zéro un centre de référence dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Vous l'avez reconnu, c'est le docteur Victorien Dougnon qui nous partage son histoire aujourd'hui, son parcours, sa vision pour l'Afrique. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à la partager pour amplifier le message de ce visionnaire Victorien Dougnon et surtout pour nous aider également à progresser parce que oui, quand tu nous aimes, quand tu aimes nos vidéos, quand tu les commentes et quand tu les partages, tu nous montres qu'on fait du bon travail et tu nous donnes de l'espoir, tu nous donnes de la motivation pour continuer à te servir ces messages importants qui t'apportent de la valeur. Sans plus tarder, bienvenue sur Detour Africa Stories, le podcast du leadership scientifique en Afrique. Je suis le docteur Luria Fonon. Si tu suis cette vidéo, j'espère que tu oses aujourd'hui rêver pour l'Afrique. Victoria, tu as coordonné plus de dizaines de projets internationaux, tu as gagné beaucoup de financements avec des projets même de plus de milliers d'euros. Comment tu as fait pour arriver à ce niveau, toi, jeune béninois que tu es? Merci beaucoup, Luria. Euh, Arrivé à ce niveau, je pourrais peut-être raconter les débuts en tant que jeune docteur déjà, et ayant décroché un financement qui visait essentiellement à mettre des équipements à la disposition des chercheurs africains. Et ces équipements avaient été octroyés par l'Académie mondiale des sciences, le TWAS, une société envers laquelle je suis extrêmement reconnaissant. Et le problème qu'on avait, il n'y avait pas de local pour accueillir ces équipements. Il n'y avait pas de local et j'ai mis près de 6 mois à chercher un local où entreposer les équipements et pouvoir démarrer la recherche. Et un beau matin, j'étais allé voir le recteur de notre université en son temps, professeur Brice Saint-Saint, qui est également un chercheur chevronné, un aîné d'excellence, qui a accepté faire le pari sur le jeune docteur sans forcément beaucoup d'arguments convaincants en dehors de sa bonne foi et en dehors de sa vision, et qui a accepté de mettre à notre disposition un local. Et ce local, c'était des bâtiments préfabriqués, donc ces bâtiments d'origine chinoise et qu'on monte et qu'on démonte en un rien de temps. Mais on a accepté démarrer là, et en 2017, on a démarré avec ce laboratoire. En 2020, on construisait maintenant notre bâtiment en dur, et tout a commencé véritablement par là. Donc,
comment on en arrive là? Je crois qu'il y a d'abord beaucoup de passion, il y a une vision positive des choses et un refus de se complaindre tout le temps, en fait. Parce que pendant ces 6 mois, j'ai vécu l'impuissance du système. Vous voyez, des gens ont envie de vous aider, mais il n'est pas prévu dans le PTA, par exemple, qu'on puisse vous construire un laboratoire. Il n'est pas prévu dans telle procédure de fonctionnement. Et donc, on avait le choix entre dire, bon, voilà, le système ne peut rien pour moi et je croise les bras, ou alors prendre la responsabilité de faire quelque chose. Et c'est faire quelque chose que véritablement on a commencé. Et donc, en dehors de la passion, je mettrais vraiment cette vision positive de prendre ses responsabilités. Et derrière, un travail acharné sans compter pour mettre les choses en mouvement. Voilà ce que je pourrais dire très rapidement. Travail acharné, passion, vision positive et refus de la complaisance et refus de se plaindre aussi, d'accepter de se dire, je prends mes responsabilités. Et là, tu étais Ouais, en 2017, ouais, tu étais encore jeune docteur et là, tu as dit que avec ce projet, tu pouvais faire des choses, tu as commencé à mettre des bases. Et le ouais. projet consistait pratiquement en quoi? Il faut dire que le projet visait à formuler des phytomédicaments. Des phytomédicaments contre les bactéries multirésistantes. Parce que je crois que ça doit être la même chose dans tous les pays africains. On a beaucoup recours aux plantes médicinales. Et tout le monde, moi, euh, quand j'étais encore tout petit, je prenais des tisanes et les parents avaient toujours ces recettes à base de plantes médicinales. Et ça continue aujourd'hui. Et même parfois, vous allez dans les hôpitaux, quand des maladies échappent un peu à la compréhension de la médecine moderne, ce sont les médecins qui vous conseillent de retourner en famille, de retourner au village et voir un peu comment on peut venir au secours du patient, du malade. Et donc, dans ce contexte-là, on avait un terreau très fertile en matière de médecine traditionnelle. Je n'aime pas trop le terme traditionnel en matière de médecine verte. Et c'est dans ce sillage-là que on a soumis une idée de projet au TOAS, qu'il a accepté parce que cela visait non seulement à voir un peu au niveau euh, du système de vie général les gènes de résistance qui étaient présents dans l'écosystème et derrière à proposer des solutions concrètes pour venir à bout de ces bactéries multirésistantes-là. Et il faut dire que l'expérience a été concluante parce que ce projet a donné lieu quand même à un brevet. Un brevet, c'est Mm. vrai, près de 6 ans ou 7 ans après, on a pu avoir un brevet auprès de l'OAPI sur un produit, une formulation à base de Uvaria chamé et qui est très efficace contre les bactéries responsables des diarrhées. Wow. C'est impressionnant ton parcours. Quand on voit en plus ton CV, on voit que tu as des projets que tu as gagnés à plus de 800 000 euros. Pas un, mais au moins deux, trois ou quatre. Des projets à 1 million d'euros. Au moins une quinzaine de projets à 100 000 euros. Mais on se demande comment tu fais pour faire tous ces projets, comment tu trouves les moyens pour écrire ces projets, pour collaborer et pour les rendre, parce qu'il faut les délivrer, il faut les mettre en place, les projets, il faut les réaliser en fait. Comment tu fais pour faire tout ça? Comment tu réussis à gagner ces projets? Je suis sûre que plein de personnes se posent la même question que moi, et ben je pose pour tout le monde. Je pose pour tout le monde parce que je suis sûre que c'est un peu chez nous en Afrique, on m'a dit que c'est sûr qu'il a fait quelque chose, il a fait quelque chose, il a mis sa main quelque part. Donc,
Je pose pour tout le monde comme ça. Dis-nous, c'est quoi ton secret, Victorien? Bon, je dirais peut-être euh, que le secret, enfin, à mon avis, parce que moi-même, il faut dire que j'ai été également surpris, hein, parfois, parce que euh, personnellement, je n'aurais pas parié sur moi-même. Il y a quelques années, c'est vrai, on avait un ballon lancé, mais on ne savait pas à quelle vitesse cela pouvait aller. Et je crois que derrière tout cela, il y a la question de foi. J'ai l'habitude de dire à mon équipe, à mes collaborateurs, euh, que on a tendance à marcher plutôt par la foi. Parce que je me dis ici, c'est moi-même en tant qu'individu, en tant que Victorien Douillon, je ne suis pas sûr euh, qu'on aurait pu avoir tous ces rendements-là en si peu de temps. Parce que je ne suis pas forcément le plus gros travailleur de la République du Bénin. Je ne suis pas forcément le plus intelligent non plus. Et je ne suis pas forcément celui qui euh, collabore le plus. Mais je crois qu'il y a forcément une grâce. Ça, j'y crois fondamentalement, d'abord. Et derrière, en tant qu'homme, je fais euh, ce qui est de mon devoir parce que j'ai tendance à fonctionner de manière à ne pas regretter, en fait. Et donc, derrière ce travail personnel, il faut dire que j'ai eu la chance de tomber sur une équipe exceptionnelle. Et je crois que c'est le nœud de ce succès-là. C'est l'équipe. D'abord, j'ai des gens qui ont compris la vision, qui ont épousé la vision et qui se donnent corps et âme à mes côtés pour qu'on puisse régler ces différents défis-là. Et donc, euh, j'avais commencé avec mon alter ego qui est aujourd'hui directeur adjoint d'une de nos écoles. Euh, L'alchimie a pris. On a pu avoir d'autres jeunes en dehors de ce duo-là qui également se sont positionnés et aujourd'hui font un travail formidable avec nous. Et une fois ce terreau-là mis en place, derrière, c'est l'organisation, à mon avis. C'est l'organisation, c'est cette capacité-là à pouvoir aller au-delà des limites imposées par la société, vous voyez. Et je me rappelle, j'avais eu une collaboratrice, aujourd'hui on est toujours ensemble, euh, qui était surprise vraiment par ma facilité à répondre aux échanges. Mais j'ai des collègues, je connais des scientifiques, euh, quand ils travaillent de 8h à 17h, à 17h30, vous ne pouvez pas leur écrire. Et ils vous disent, non, ça fait à demain. Le week-end, vous ne pouvez pas échanger. Et donc, moi, j'ai tendance à être beaucoup plus disponible pour interagir avec les uns et les autres, m'organiser de telle manière à ce que ce qu'il y a à faire au niveau scientifique, je puisse le faire, mais sans que cela n'empiète forcément sur ma vie sociale. Et c'est cet aspect que je trouve comme étant une force impressionnante et qui permet de décrocher autant de projets parce que le partenaire, il veut se rassurer quand même que ces fonds-là vont servir à quelque chose. Donc, quand vous arrivez à décrocher un premier financement d'1 million d'euros et que vous soumettez des résultats, vous arrivez à créer de l'impact, c'est plus facile d'avoir un deuxième et d'avoir un troisième. Mais quand vous prenez ce premier financement et qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de réalisation derrière, vous êtes juste peut-être dans la gestion du quotidien,
Ça, vous voyez, en scientifique, quand on lit un document, on sait tout de suite où est-ce qu'il y a de l'impact et où est-ce qu'il n'y a pas d'impact. Vous avez beau faire un rapport de 500 pages, on sait tout de suite qu'il n'y a pas d'impact. Vous voyez. Et avec mon équipe, le mot d'ordre, c'est faire beaucoup plus d'impact avec les fonds que nous avons. Donc, au-delà de ce qu'on écrit, au-delà de ce qu'on projette dans le document de projet, in fine, à la fin, nous avons peut-être 4 fois, 5 fois plus. Parce que j'estime que l'Afrique, on est suffisamment en retard. On doit pouvoir capitaliser chaque opportunité que nous avons. Si nous avons la chance de pouvoir former 10 nouveaux cadres, pourquoi ne pas en former 15, 20 en tirant bénéfice de cette opportunité qui peut-être ne se représentera plus exactement de la même manière. Et donc, ce leitmotiv-là est très clair dans nos têtes. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement. En faire plus qu'il n'en faut, bien sûr, positivement. Waouh, waouh, c'est impressionnant. Donc, tu as une vision très claire. Déjà, tu nous dis que c'est ton équipe qui est la clé de ton succès. J'ai envie de dire que c'est vraiment à saluer parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'académiciens, même d'entrepreneurs africains qui puissent avoir des équipes qui les aident à se rehausser aussi haut. Déjà, ça, c'est vraiment à louer parce que ça veut dire que tu as réussi à avoir les clés pour le leadership de la culture de ton entreprise. C'est une entreprise, on va dire ça, de gérer un laboratoire. Tu as réussi à avoir les clés parce que ça, c'est sur quoi on souffre beaucoup en Afrique, mais toi, tu nous montres qu'en fait, tu as les clés, tu as des gens qui te poussent et qui y croient et qui font tout pour que ça marche. C'est déjà exceptionnel. Et ensuite, tu dis que tu as un leitmotiv, c'est que même avec les fonds qu'on vous alloue pour faire des projets précis, vous vous débattez pour faire 5 fois plus que ce qui est demandé. Effectivement, quand on va voir ça, on va se dire, ah, mais ils sont hyper productifs. Mais non, il faut seulement aller les rechercher. Ça veut dire que là, c'est un vrai secret que tu nous donnes. C'est un secret parce qu'effectivement, certains vont prendre l'argent et ne peuvent pas faire le projet. C'est dire que bon, comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir que je vais pas faire le projet et écrire des C'est ça. NFC et se dire que ça ne se saura pas, alors que ça se saura toujours. Certains vont faire le projet et faire les outcomes standards. Ça sera bien, on va toujours accepter et ça va. Mais quand tu fais plus, ah oui, forcément, le bailleur de fonds, de la même manière qu'il parle de manière négative de ceux qui n'ont pas fait le projet, il va aussi parler de manière positive à ceux qui ont fait 5 fois plus et dire, ah, allez le chercher celui-là. Donc là, C'est c'est ça. magnifique ce que tu nous dis. Vraiment, j'espère que les gens vont bien nous écouter, prendre des notes de ce que tu as dit. Moi, en tout cas, moi, j'ai noté. Moi, j'ai noté le secret. Et vraiment, c'est magnifique ce que tu dis encore de voir tout ce que vous avez fait au Bénin. Quelles sont tes réalisations pour lesquelles tu es le plus fier, par exemple? Cite-nous en 3. Quelles sont tes réalisations pour lesquelles tu es le plus fier, par exemple? Cite-nous en 3. Oh, toi. Oui, parce que tu en as beaucoup. Je sais que si tu commences à citer, on va pas finir. Donc, comme tu en as beaucoup trop, tu vas Oui, quand même réussir à t'en sortir. oui, oui, toi, c'est facile. La première réalisation, je dirais, c'est l'UMAFA, cette unité de recherche que je dirige au niveau du pays. C'est l'une, si je devrais dire, l'une de mes plus grosses réalisations et l'une de mes plus grosses fiertés en tant que scientifique et en tant que personne humaine, hein, parce qu'on est parti vraiment de rien. On n'avait pas un Mm, franc mm, devant mm, nous et quand je regarde ce bâtiment euh, qui est fait de deux gros modules, dont un R+1 et un autre module derrière, avec beaucoup de laboratoires équipés. Euh, je rends vraiment grâce à Dieu. Et, je trouve que ça n'a pas été facile et ce n'est jamais facile, mais c'est une très, 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 très grosse fierté pour moi. Et deuxième motif de fierté, c'est ces ressources humaines qu'on forme. Vous voyez, aujourd'hui, quand je vois des chercheurs béninois qui compétissent à l'international avec des programmes de l'Union européenne. Vous voyez ce programme de Marie Curie, qui est un programme hautement compétitif, mais qu'un Béninois, un jeune Béninois puisse compétir et puisse décrocher un programme de ce genre. Pour moi, il n'y a rien de plus
motivant. Je crois qu'il ne peut pas y avoir une joie plus grande que celle-là. Parce que d'où on est venu, moi, je suis microbiologiste et en 2016, tout près, en 2016, l'étuve que moi j'utilisais pour faire mes travaux, l'étuve était plus vieille que moi. L'étuve à laquelle j'avais accès était plus vieille que moi. Donc, euh, comment vous voulez faire de la recherche dans ces conditions et être compétitif avec l'international? C'est pratiquement impossible. On peut chasser encore des rats, pas des rats de laboratoire, hein, des rats, des souris, on les peut chasser dans le laboratoire encore à ce moment-là. Et donc, vous voyez, quand aujourd'hui, j'ai 10, 15 études dans un même endroit au service d'étudiants, je me dis, on a réussi quelque chose. On a pu faire quelque chose. Vous voyez, quand nous, on faisait notre thèse avec mon, mon ami Dr. Clotoué, on ne pouvait pas faire tout en une seule place. C'était obligé de demander et négocier une paillasse dans tel labo, ensuite courir, aller dans tel autre labo, et c'est comme ça qu'on faisait avec notre sac au dos. Voilà, mais aujourd'hui, être capable de faire des manipulations du début à la fin en un même lieu, ça, c'est quelque chose qui rend vraiment, vraiment fier. Et ces cadres qui vont un peu partout dans le monde et euh, arrivent à discuter vraiment je dirais pas d'égal à égal, mais quand même de meilleure manière avec euh, des scientifiques, peu importe leur origine, leur pays. Ça, c'est un deuxième motif de fierté. Et troisièmement, je dirais l'onde de choc positive que cela crée au niveau du pays. Parce que on se dit que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Vous voyez, aujourd'hui, je vois par exemple beaucoup plus de jeunes qui croient de plus en plus en la science et qui se disent c'est possible d'y arriver. Même si c'est difficile, on peut vraiment euh, faire des choses autrement. Et ça, cette onde positive, de, cette onde de choc positive là, c'est quelque chose qui forcément me rend très fier, me rend très fier. Et je me dis, on a vraiment, on contribue vraiment à quelque chose. On contribue à bouger les lignes en Afrique et ça fait plaisir ça fait toujours plaisir d'être compté parmi ceux qui euh, font avancer positivement les choses. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le premier élément. Tu as parlé de l'UMAFA, ensuite du mentorat et de l'onde de choc au niveau du pays. Quand tu as parlé de l'UMAFA d'où tu venais, j'ai eu des frissons. J'ai eu la chair de poule, vraiment, parce que je suis microbiologiste comme toi et j'ai ressenti ce que ça m'a fait aussi quand je suis allée au laboratoire. Il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de ressources. Et même quand tu vas sur d'autres cieux, il y en a, mais parfois c'est dur. Et même eux, quand ils ont, c'est parfois l'université qui a établi ça depuis longtemps. C'est pas facile d'avoir ces ressources. Donc j'imagine comment moi je suis dans mon pays au Cameroun quand on établit les choses à la base. Pénible. Et on sait ce que ça fait de dire il faut construire un bâtiment, les ressources qu'il faut mettre dans le bâtiment. Et ensuite, équiper le bâtiment avec tout ce que ça comporte en plus parce qu'on a des machines qui sont hautement énergivores. Donc, il faut y mettre énormément d'investissements dans les infrastructures électriques avec tout ce que ça comporte du pays. Et moi, j'ai ressenti vraiment que la fierté que tu ressens, moi, je ressens ça avec toi parce que il n'y a pas de plus grand plaisir que de se dire j'ai fait quelque chose de rien et je vais laisser quelque chose pour les autres qui n'est pas à sentir la souffrance que moi j'ai sentie.
Parce que cette souffrance-là, mais personne va... Tu as poursuivi les rats pour chasser les rats, vraiment. On ne peut pas croire que c'est vrai, mais c'est vrai pourtant. Moi, j'ai fait des analyses dans le laboratoire de microbiologie. Il n'y avait pas d'électricité. J'avais juste le téléphone comme ça. J'étais comme ça à 22 heures parce que qu'est-ce que je devais faire? Je devais faire mes travaux. Donc, on ne peut pas imaginer que c'est vrai, mais quand tu sors de là, tu ressors avec une vision, je te dis, mais attends, si c'est comme ça que ça doit être, moi, je vais abandonner aujourd'hui, mais je pense que j'aime trop mon métier et je vais plutôt aider les autres à venir et se sentir mieux. Donc, c'est pour C'est ça que ça. j'ai eu les frissons parce que j'ai vu l'UMAFA, j'ai vu le bâtiment, j'ai vu tout ce qu'on fait. J'étais impressionnée moi-même de voir ça, de savoir que ce sont des Africains qui les ont déposés et qui ont fait les efforts jour après jour pour y arriver. C'est une source d'inspiration, même pour moi. C'est une vraie source d'inspiration déjà de voir l'UMAFA comme ça. Merci Et tu as beaucoup. parlé du mentorat. J'ai vu la dernière fois qu'on a fait l'événement sur le leadership, il y avait une cinquantaine de personnes en salle. Il y avait des gens qui connectaient des États-Unis. Ils tous venaient de lire ma femme, même j'étais impressionnée. Et après, j'ai vu que tu as encadré plus de 150 étudiants en licence au minimum. Je crois 75 masters, combien de PhD. Mais attends, tu enseignes depuis combien d'années en fait? C'est depuis combien d'années pour avoir 150, presque 500, presque 300 étudiants sous Ouais. ta coupe comme ça? Comment ça se passe? Comment tu revois l'expérience depuis que tu as commencé avec l'évolution de ton leadership? Comment ça se passe le mentorat de tes jeunes? Bon, je dirais qu'on apprend chaque jour, hein. Je dis souvent à mes collaborateurs euh, qu'il n'y a malheureusement pas une école pour apprendre à diriger, pas une école pour apprendre à conduire une équipe. Ouais. Et il faut dire que notre filière, puisque je suis de base euh, de la filière analyse biomédicale, c'est une filière qui draine du monde au niveau de notre université. Et j'ai commencé mes premiers encadrements depuis 2013, 2013 juste après ma soutenance de thèse. Et il faut dire qu'aujourd'hui encore, j'ai certains de mes premiers étudiants qui sont toujours là. Et d'ailleurs, l'une des premières est aujourd'hui en thèse avec moi et a d'ailleurs été lauréate du prix L'Oréal UNESCO. Son alter ego du moment, enfin, est docteur déjà. Il est toujours avec moi. Il est justement l'un des post-docs ayant décroché la bourse dont je parlais tantôt et il se prépare à aller faire un post-doc en Europe. Donc, euh, tout cela, ce sont des acquis qui permettent de voir d'où on est parti et où on s'en va. Et il faut dire que le mentorat, pour moi, je considère ça comme un échange. Parce que vous avez la voie complète. Vous avez, euh, peut-être vous voyez le plan au total, mais l'étudiant ne voit pas forcément cela. Et parfois, ça se passe très bien. C'est là où je parle de leçons aussi. Ce n'est pas un seul sens, c'est dans les deux sens. Vous apprenez également en tant que mentor. Parfois, vous euh, tirez un peu trop sur la corde et l'étudiant qui ne comprend pas forcément où vous allez, parce que pour moi, je me dis, on est déjà suffisamment en retard pour continuer par faire beaucoup de complaisance. Vous voyez, quand vous êtes un étudiant, on vous donne rendez-vous à 8 heures, vous ne pouvez pas venir à 9 heures. L'Afrique est suffisamment en retard pour continuer avec ça. Donc, vous ne pouvez pas venir à 9 heures. Si vous venez à 9 heures, il y a un problème entre nous. Je ne peux pas collaborer avec quelqu'un qui n'est pas la valeur du temps. Il peut y avoir des contingences, il peut y avoir des urgences, et ça, on informe, et puis ça va. Donc, cette rigueur n'est pas forcément bien acceptée, bien assimilée par tout le monde, et on se dit, il n'est pas forcément de ce siècle, c'est de notre siècle. Ouais, et de la même façon, euh,
ce que je peux rendre en 2 heures, je le rendrai peut-être en 4 jours. Ça, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre parce que je me dis, on ne peut pas. On est à une étape où, en tant que jeune scientifique, on doit faire 3 fois, 4 fois plus que ce que des chercheurs, des scientifiques d'autres continents font. Parce que chez eux, peut-être l'État a déjà atteint un certain niveau, a déjà sécurisé un certain nombre de choses. Ouais, donc, eux, ils peuvent faire ce step-là sans trop de difficultés. Mais nous, où tout dépend pratiquement du chercheur, quand je prends uniquement même le fait de rédiger une publication, vous voyez, quand vous devez rédiger une publication dans mon pays, par exemple, vous êtes le principal bailleur de fonds. Vous êtes celui qui va sur le terrain parfois. Vous êtes celui qui va analyser les données. Vous êtes celui qui va traduire l'article. Vous êtes celui qui va soumettre. Vous êtes celui qui va suivre tout le processus, etc. Donc, vous êtes du début à la fin et à la tâche. Alors que vous avez certains pays où l'université a recruté un statisticien, par exemple, pour voir les statistiques ou les chercheurs. Il y a quelqu'un qui traduit les articles systématiquement. Et donc, on a un retard terrible à combler. Et à cause de cela, on ne peut pas se comporter comme si on était déjà sur une avancée terrible. On doit pouvoir faire cet effort-là. C'est extrêmement important. Et c'est cette culture-là que j'arrive fort heureusement à inculquer à mes étudiants, à mes masterants, à mes doctorants et tout. Parfois, ça se passe très bien, parfois, ça ne se passe pas super bien. Donc, vous avez des gens qui disparaissent. Mais je crois que tout cela, ça éduque. Et tout cela, ça permet de parfaire la méthodologie, puisqu'on est obligé de tester et de voir ce qui marche, de réajuster et de retenir ce qui est très bien. Donc, je peux dire que j'adore être un mentor et j'aime ça, j'aime vraiment partager mes expériences, j'aime beaucoup discuter avec mes étudiants aussi, histoire de leur permettre de trouver leur voie. C'est la finalité et c'est toujours un plaisir de créer du temps pour échanger avec eux, pour leur dire, voilà, ceci, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. Mais après tout, c'est vous qui êtes responsable de, de votre mémoire et de votre document. Nous, on est juste des, des guides pour dire, bon, voilà, si vous faites ça, vous allez mettre plus de temps pour y arriver. Mais si vous faites comme ceci, vous irez beaucoup plus vite parce que nous, on a déjà fait et on estime qu'on connaît à peu près la durée de ce chemin-là. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce point. Voilà, merci, Julien. Je veux qu'on revienne encore sur ce que tu as dit. Il faut faire 4 à 5 fois plus d'efforts. Ça revient souvent à ce que moi je me dis et ce que je dis aussi à mes étudiants ou à d'autres personnes, même sur cette chaîne. Tu dois faire 4 à 5 fois plus d'efforts pour espérer avoir la moitié de ce que les autres ont. Parce que des générations et des générations sont passées avant nous, mais eux, les générations ont beaucoup, beaucoup travaillé. Ils ont mis des choses en place. Les générations actuelles peuvent se prétendre avoir le plaisir de se coucher et ne pas travailler. Alors que nous, on a fait 4 à 5 fois pour avoir la moitié. Espérer que les générations d'après viendront faire encore plus d'efforts pour essayer d'avancer les autres aussi. Et ça, c'est totalement vrai. Ça résonne beaucoup avec ce que je ressens aussi. Mais par contre, moi, j'ai plus de mal à inculquer ça aux jeunes. Parce que je ne sais pas si c'est moi ou comme tu as dit, le choc des générations, mais tu es plus âgé que moi. Donc, le choc des générations, je pense que moi, je suis plus proche même de mes étudiants, mais j'ai souvent l'impression que actuellement, il y a une manière de travailler en sciences qui fait que les jeunes veulent tout avoir. Ils veulent avoir, par exemple,
ta réussite, ton succès, aujourd'hui, quand ils ont fini le master ou la licence. Moi, je ne Ouais. sais pas, quel est ton ressenti par rapport à ça? C'est un problème général. Je dirais, et ça, moi, j'ai j'ai personnellement vécu ça et je le vis tout le temps. Je crois que c'est la tâche de tout manager parce que, en fait, quand vous avez des étudiants qui sont en licence, euh, ils veulent tout de suite commencer par gagner ce que vous gagnez ou ce que quelqu'un qui a un doctorat gagne. Ce n'est pas évident. Un étudiant en master également. Et donc, parfois, ça fait que certains se déroutent de la ligne sur laquelle on les met à cause de cette impatience, à cause de ce désir de vouloir très rapidement y arriver et on se dit non, 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 je perds du temps, je n'ai pas asservi ceci, asservi cela, mais je dis même pour les métiers manuels, vous prenez un tailleur, vous apprenez forcément auprès d'un tailleur. vous, vous apprenez à coudre des tenues pour votre patron ou pour votre patronne. Euh, Ça, c'est le minimum qui puisse exister. Et c'est en faisant pour autrui que vous apprenez. Et le but, le principe de la chose, c'est que vous êtes en train d'apprendre de quelqu'un, il fait un pas. Le pas qu'il a fait vers devant, mais ce pas se libère. Et c'est vous, logiquement, qui mettez les pieds dans En ce fait, pas-là. exactement. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Un beau matin, vous vous retrouvez en haut de l'échelle sans Oui, savoir véritablement comment cela est exactement, arrivé. Mais exactement. aujourd'hui, on ne veut plus faire ce processus-là. On a tendance à se dire non, 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 c'est bon, je suis déjà suffisamment capable pour voler de mes propres ailes. Les ailes ont ce principe, quand elles ne sont pas bien formées, vous les déployez et puis généralement elles se brisent. Ouais. Et donc, vous passez forcément à côté de quelque chose. Mais puisque dans la vie, on se débrouille toujours, vous pouvez ne pas sentir que vous êtes Mm, passé à mm, côté mm. de quelque chose. Mais je pense qu'il y en a qui disent que c'est de l'abus parce que même si, admettons que tu es un jeune, que tu es en train de le former, de le mouler, tu le mets dans des conditions que tu estimes favorables ou confortables avec les moyens que tu as et que tu essaies de le faire suivre le processus. Moi j'ai vu beaucoup qui se ressentent ça, mais la majorité me prend ça comme de l'abus et se disent que Mm. non, tu me fais juste faire tes choses et moi je vais aller vivre ma vie. Alors que il y a juste une infime partie qu'il faudrait détecter et réussir à sortir du lot. Est-ce que toi Oui. aussi tu ressens ça et comment tu réussis à justement faire la différence entre ceux qui sont là et qui veulent tout avoir là tout de suite et ceux qui peuvent aller plus loin avec toi dans ta vision? Oui, là, je crois que c'est la nature même de l'homme. C'est la nature même de l'homme. Et parfois, vous voyez, ça va au-delà même des personnes, des étudiants et tout. Ça va jusqu'aux parents qui ne comprennent pas forcément euh, de quoi l'enfant parle et qui, à force d'interagir avec l'enfant, le pousse peut-être à faire tel ou tel choix. Et vous savez, généralement, après une licence, on se dit, écoute, tu n'es pas le seul enfant, il faut commencer par chercher un emploi, mais généralement, il n'y a pas cet emploi. Avec un master, c'est que, en principe, aux yeux des parents, tu es Oui, déjà un PDG. En exactement. bonne Donc, ils ne comprennent pas forcément Exactement. pourquoi ils doivent continuer de soutenir quelqu'un qui est titulaire de master. Et ça, c'est tout à fait logique. Tout à fait, on peut comprendre. Mais la situation est telle que l'emploi, surtout dans notre domaine, est difficile à trouver. Et au niveau de la recherche, qu'on le veuille ou non, vous êtes obligé de faire vos preuves. Ça, c'est obligatoire. Et ce que moi, je fais généralement, quand j'ai des étudiants en master, lorsqu'ils finissent, ou bien même en licence, j'ai tendance à leur autoriser des stages au niveau du laboratoire. Et pendant le stage, on arrive à détecter qui a l'étoffe nécessaire pour continuer.
Comment tu Et fais? il ne s'agit pas uniquement d'avoir l'étoffe là. Vous pouvez être super intelligent, mais super indiscipliné, vous n'intéressez personne. Vous pouvez être super intelligent, mais super imbu de votre personne, vous ne ferez pas un bon chercheur. Ça, c'est sûr. Mais vous êtes intelligent, vous êtes discipliné, vous avez de la volonté, ça, vous nous intéressez. Vous n'êtes forcément pas le plus intelligent, mais vous avez de la volonté et vous êtes loyal, en fait, à l'idéal du laboratoire. Là, vous nous intéressez. Parce que l'idéal, en fait, c'est de pouvoir permettre à chaque scientifique de se construire à travers le laboratoire. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de docteurs et de non-docteurs encore qui ont leur salaire à la fin du mois et qui arrivent à fonctionner et à faire fonctionner leur famille. Et ça, c'est à travers ce laboratoire qu'on a mis en place, c'est à travers ces projets qu'on arrive à décrocher. Et sans forcément les subventions étatiques. Ça, c'est extrêmement important, à mon avis. Et ceux-là qui arrivent à fonctionner véritablement, c'est un appui considérable à l'essor du pays. Parce que, et heureusement, je me dis aujourd'hui que c'était vraiment une volonté divine, parce que vous imaginez, depuis 2016 ou 2017, pour des raisons ou d'autres, restructuration du système, euh, réforme, etc., l'université n'a pas recruté un seul docteur depuis ce temps-là. Et donc, ces 10 docteurs qui arrivent aujourd'hui à fonctionner normalement, à faire vivre leur famille, qu'est-ce qu'ils auraient fait pendant ce temps-là? Ils seraient soit partis ailleurs, se chercher, ou ils auraient accepté peut-être des fonctions en dessous de leurs compétences, histoire de pouvoir vivre au quotidien. Donc, on se dit, c'était important, c'était utile d'avoir eu cette vision, un peu comme en Europe, vous avez des gens qui ont leur salaire indépendamment de l'État, indépendamment de l'investissement de l'État. Bon, maintenant, si à un moment donné, le recrutement croise ce chemin, tant mieux. Ça consolide la vision. Et donc, c'était un peu le choix qu'on a fait. Au début, on n'avait rien du tout. Alors là, vraiment, je peux dire, on n'avait pas un seul projet qui puisse payer le salaire de qui que ce soit. Mais en persistant, ça a commencé par venir et on a commencé par positionner des gens. Et pendant ce temps, d'autres étaient impatients, ils ont trouvé d'autres opportunités, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont répondu à ces opportunités, c'est une bonne chose, mais d'autres sont restés. Aujourd'hui, on a la vision qui est en route. Et donc, on est obligé de faire attention à cela, parce que quand vous amenez la mauvaise carte dans votre équipe, vous voyez, le château se désintègre, en fait, de l'intérieur. Donc, on essaye de faire ce processus-là. Vous devez faire un stage quand même de certaine durée où on observe vos comportements, vos attitudes, et avant maintenant de vous dire, voilà, vous êtes membre de l'équipe véritablement, et on peut commencer par vous confier des responsabilités de coordination de projets ou de telle représentation dans tel pays, etc. Donc, voilà un peu la démarche qu'on fait pour trier ceux qui vraiment sont là parce qu'ils ne savent pas vraiment où aller, ceux qui sont là parce qu'ils croient en la science et ils croient que vraiment ils peuvent s'autonomiser en soutenant l'agrandissement du laboratoire, et ceux qui sont là parce qu'ils voient des choses briller, ils se disent, oh, ça brille vraiment, il faut que je vienne. Généralement, ceux-là, quand ils viennent, en 2 mois, ils ont fait le tour, ils voient que vraiment, il n'y a pas grand-chose pour eux et ils ressortent tranquillement. Parce qu'il faut faire
extrêmement attention à cela. Oui, il faut faire attention à la mauvaise graine parce que beaucoup d'auteurs et même Stephen Bartlett le dit souvent, la culture de l'entreprise, c'est une seule graine, ou bien une seule mauvaise tomate ou patate réussit à détruire au moins 10 ou 20 personnes, à tirer tout le monde vers le bas. Oui, Comment tu fais, pratiquement parlant, pour justement détecter les bonnes et les mauvaises graines? C'est vrai que tu as parlé de la loyauté, la volonté et la discipline, mais comment tu fais? Est-ce que tu as des procédures en place? Est-ce que tu as pendant le stage, ils ont des cours qu'ils suivent? Qu'est-ce que tu fais de manière oui. précise, en fait? Il faut dire que pendant le stage, déjà, nous avons les séances de leadership. Chaque vendredi, pendant 2 heures, on parle d'éléments qu'on ne voit pas forcément en classe. Donc, comment faire un scientifique, on peut prendre des figures historiques, Pasteur par exemple, la vie de Pasteur, la vie de Robert Koch. Donc, on essaye de les lier à des gens qui ont déjà existé. Et en dehors de ces séances de leadership, nous avons un responsable, en fait, des stagiaires qui s'entretient avec eux, essaie de comprendre ce qu'ils souhaitent de leur vie. Où est-ce qu'ils se voient, par exemple, dans 5 ans? Quelles sont leurs aspirations, leurs motivations, etc. Et c'est tout cela que nous croisons pour dire, bien sûr, l'intuition aussi aide énormément pour se dire, voilà, celui-là, il va probablement faire un bon chemin de chercheur. Et c'est sur cette base-là qu'on commence par positionner les gens. Voilà, parce que, évidemment, si on veut que vous soyez un excellent chercheur, il faut vous trouver, par exemple, une bonne bourse de thèse pour que vous puissiez faire des travaux excellents. Et souvent, c'est ce que les chercheurs, les jeunes oublient. On est tellement pressé de soutenir aujourd'hui qu'on est prêt à soumettre des travaux dans des revues pirates, des revues prédatrices. Mais si vous faites votre thèse, vous avez 3 publications. Vous les avez toutes mises dans des revues prédatrices. Vous sortez docteur, mais vous n'êtes pas opérationnel en réalité. Donc, vous avez perdu 3 ans de votre vie. Il n'y a pas autre manière de le dire. Quand vous expliquez aux étudiants, écoute, ta thèse, on va faire une certaine profondeur, certains comprennent parce qu'ils ont déjà été mis dans le moule et ils se disent, ça, je comprends pourquoi il est en train de dire ça et je le suis. Et généralement, ils sont les plus gagnants dans ce processus. Je vais me le... Souvent, tu dis aux étudiants qu'on va faire de la profondeur dans leurs travaux, certains acceptent. Mais est-ce que d'autres Oui, personnes n'ont pas un peu de réticence en disant que non, ça va me coûter un peu trop d'énergie, un peu trop de ressources, trop de dépenses, si par exemple c'est pas financé? Qu'est-ce que tu fais bien dans ce sûr. cas-là? Oh, dans ce cas, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais au moins, je prends soin de dire, voilà ce qui va t'arriver, probablement. Et il y a ce que j'appelle, par exemple, les thèses alimentaires. Il y a des gens, par exemple, qui sont déjà fonctionnaires. Ils veulent pas faire de la recherche. Ils ont juste besoin d'un diplôme pour faire de la politique. Pour Ah, ceux-là, généralement, moi, je n'aime pas trop les thèses alimentaires. Parce que ouais. là, on fait quelque chose pour lui permettre de soutenir. Et quand c'est un jeune qui a tout l'avenir devant lui, Ouais. et qui se dit non, mais il faut que j'aille vite, je veux pas vraiment aller à telle méthode parce que ce n'est pas disponible, donc on enlève et puis on évolue. Bon, puisque je n'ai pas forcément les fonds à mettre à sa disposition et qu'il a quand même envie de faire les choses comme ça, je ne peux que l'accompagner, mais en lui disant ce que tu fais, c'est une perte de temps. Tu ne vas pas aller loin avec et tu ne vas pas rentabiliser. Parce que faire un mémoire de master, faire une thèse, c'est un peu comme un investissement. Si vous êtes incapable de rentabiliser après ça, si vous êtes incapable de compétir immédiatement pour avoir un postdoc, pour avoir ceci, pour avoir cela, inutile de faire des études de ce niveau-là. Ça, Mm. on essaye quand même de faire comprendre ça aux
aux collaborateurs. Et de façon générale, de par mon expérience, ceux qui ont été là en licence et qu'on a suivi, qui sont en train de faire un master, ils comprennent. Parce qu'ils sont déjà moulés, ils voient des aînés, ils voient d'autres briller à l'international, ils voient d'autres décrocher ceci, décrocher cela. Donc ils se disent, waouh, ça veut dire que, effectivement, si on le fait bien, on peut véritablement s'en sortir. Et ils sont plus enclins à faire les efforts. Et au début, je me rappelle, on avait des partenaires anglophones. Donc, le premier critère pour voyager, c'était comprendre l'anglais. Mais aujourd'hui, je ne dis même plus à quelqu'un d'aller faire un cours d'anglais. Les étudiants eux-mêmes, c'est comme des spermatozoïdes qui sont en train de se cogner là. Chacun va dans tous les sens pour comprendre l'anglais. Parce que si tu ne comprends pas l'anglais, tu as beau être techniquement au point, tu ne bougeras pas. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne sait pas dire, on dit how are you et tu ne peux pas démarrer, tu ne peux pas voyager. Donc, ils ont compris. Et ça, c'est des effets positifs de ce système-là. On n'a pas besoin de tout dire. Toi-même, quand tu analyses, tu te dis, ah, pour que j'arrive à telle étape, il est important pour moi d'avoir telle ou telle expertise, telle ou telle compétence. Et c'est quelque chose de très bénéfique et agréable à vivre, en fait. Merci Victorien. Tu encourages aussi beaucoup le leadership féminin. À l'URMAFA, il y a environ 40% de femmes chercheuses avec toi. Pourquoi est-ce Oui. que tu penses que les femmes doivent jouer un plus grand rôle dans les sciences et comment est-ce que tu t'assures que celles qui sont à l'URMAFA aient l'opportunité de réussir malgré les obstacles sociaux qu'on connaît bien chez nous? Oui, ça c'est parti en fait d'un petit constat. J'ai remarqué très tôt et quand on avait démarré avec le laboratoire que les femmes étaient un peu plus attentionnées et aux manipulations au laboratoire. Ça, je l'ai noté tout de suite. Peut-être parce que la microbiologie, c'est un peu comme la cuisine. Je peux me tromper, mais Non, c'est ça, j'ai remarqué cela tout de suite. c'est ça. Et ça fait que j'étais beaucoup plus enclin à accueillir les jeunes femmes scientifiques et à les accompagner. Ça, c'était la première observation qui m'a poussé sur ce chemin. Et deuxièmement, de façon générale, les femmes ne sont pas forcément très représentées. Et au début de mes projets, il y a eu ce problème parce que des partenaires exigent qu'il y ait un quota féminin. Mais je n'ai pas les ressources humaines. Donc, je me dis, il ne faut pas que je traîne ça pendant longtemps. Donc, pendant que, OK, au début, j'explique aux partenaires, écoute, je n'ai pas les ressources. Parce que si vous cherchez des docteurs, à ce jour, je crois que je dois avoir 2 docteurs de sexe féminin formés. Et une troisième va soutenir très bientôt. Et donc, pour en arriver à avoir des docteurs de sexe féminin disponibles et immédiatement utilisables pour atteindre les objectifs de projet, il faut commencer par en mettre déjà dès la licence. Il faut commencer le travail dès la licence parce que le docteur ne se crée pas, ne se décrète pas en fin de chaîne. Donc, c'est ce que vous mettez dans le logiciel au début et que ça va sortir à la fin. Et pour cette deuxième raison, je trouvais obligatoire de fonctionner avec beaucoup de femmes dans l'équipe. C'est vrai, elles n'étaient pas au premier rôle dès le début, c'est normal, puisque les docteurs de sexe masculin, on en avait énormément. Mais on était dans l'espoir que dans 5-10 ans, on pourra égaler, rendre les deux proportions tout au moins égales en termes de docteurs. Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne très bien grâce au programme L'Oréal, UNESCO, qui déjà, on a une doctorante qui a été soutenue lourdement par ce programme. On a une postdoc, la toute première docteur du labo. Elle a été lourdement soutenue par la Fondation L'Oréal
UNESCO, ce qui a fait un boom dans sa carrière. Et donc, c'est véritablement cette deuxième raison qui nous a poussé à fonctionner avec un maximum de femmes scientifiques désireuses de s'imbriquer dans la vision, désireuses vraiment de faire ce cheminement-là et de s'épanouir à travers la recherche, de décrocher des projets, de pouvoir avoir un salaire, de pouvoir faire des activités scientifiques, participer à des formations, etc., en attendant l'appui de l'État. Si l'État intervient à un moment donné, ça complète le tableau et ça le rend beaucoup plus fort. Et donc, je peux dire que ce sont ces deux raisons majeures qui nous ont poussé à prendre cette option-là. Et je crois que c'est une très belle expérience. On a déployé beaucoup plus d'efforts qu'il n'en faut parce que, ouais, ce n'est pas facile pour la femme. Il y a la maternité à un moment donné, etc. Donc, vous perdez en efficacité à un moment donné. Actuellement, j'ai 3 membres de mon équipe qui ont des bébés. Donc, je fonctionne pratiquement sans elles. Je fonctionne pratiquement sans elles et je ne peux pas leur en vouloir puisque c'est l'ordre normal des choses et ce sont des contraintes, mais qu'on accepte volontiers, histoire d'ici quelques années, de dire, voilà, on a en microbiologie, en biologie moléculaire, en bioinformatique, on a tel nombre de femmes scientifiques qui a été véritablement formées et opérationnelles à l'intérieur du labo dans ces différents compartiments. Justement, je voulais venir, tu as parlé de la maternité. Est-ce que actuellement à l'UMAFA, vous avez déjà mis des choses en place parce que c'est toujours le problème qui revient quand on a des femmes et peut-être une des raisons pour laquelle il y avait des discriminations, il y a même toujours des discriminations et beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs. Quand on a une femme qui vient à l'emploi, on va toujours dire, ah, mais c'est une femme, elle doit accoucher, on va pas la voir tout le temps. Chaque année, elle accouche. Donc, il y a toujours parfois des licenciements même abusifs. Est-ce que chez vous, vous avez déjà mis des choses en place pour aider ou soutenir la femme dans sa responsabilité de femme, c'est-à-dire l'accouchement et s'occuper de ses enfants? Qu'est-ce que vous faites? Oui, notre politique, c'est de soutenir. Je pense pas, nous, on ne pourra pas faire de licenciement parce que une femme est tombée enceinte. C'est au contraire, c'est quelque chose que nous soutenons énormément. On avait par exemple des codires qu'on faisait à certaines heures. On a dû décaler ces heures-là parce que on a des femmes qui sont seules parfois à gérer leurs enfants. Ils doivent les déposer à l'école avant de venir. Donc, on est obligé de tenir compte de cela. Autrement, on dirait, voilà, si vous n'êtes pas là à telle heure, voilà, sur un certain nombre de temps, ça va être compliqué pour vous. Mais on a décalé, tout simplement. Et aussi, on évite de mettre certaines réunions importantes à des heures où on sait qu'elles doivent peut-être aller chercher leurs enfants, doivent pouvoir faire ce minimum-là. Donc, on essaye de gérer ce temps à leur place plutôt que d'en faire un stress supplémentaire. Ok. Et aussi le soutien social. Ça, on est très, très porté dessus, le soutien social de ces femmes scientifiques qui doivent faire face, par exemple, à la maternité, à une disparition peut-être pendant 6 mois, pendant 1 an, elle n'est plus forcément très productive. Donc,
il faut maintenir un certain engagement à son endroit pour l'aider à rebondir une fois que cela est terminé et éviter de la laisser s'immerger totalement et réapparaître dans un monde un peu trop vieux. Donc, on allège l'emploi du temps, mais on n'abandonne pas totalement l'intéressé. Ok. Donc, en fait, ce sont des mesures humaines que vous avez pour l'instant intégrées. Mais je pense que ce Oui. sera ton prochain défi, c'est au moins de créer soit une crèche, soit une école, tout ce que tu veux à l'UMAFA, non? Oui, l'idée de crèche est au niveau universitaire. Ok. Et ça fait qu'on ne peut pas se désolidariser de l'initiative universitaire. Donc, on essaie de mettre la pression qu'il faut. On attend vraiment cette matérialisation de la crèche universitaire. Mais c'était une thématique qu'on a abordée, mais tout de suite, on s'est dit non, on risque de se créer plus d'ennuis qu'il n'en faut. Donc, il vaut mieux laisser l'initiative universitaire aller au bout que de créer un foyer propre à l'UMAFA et tout de suite, ça va être vu comme du sabotage peut-être de l'initiative globale. Et donc, parfois, il faut euh, porter les avantages de l'institution au-devant de ses propres avantages et c'est ce qui a fait la décision en fait. D'accord. Donc, on a parlé de Victorien le chercheur, Victorien le mentor. Dans notre chaîne à Détour Africain, on a les jeunes aspirants chercheurs ou chercheurs. On a effectivement les mentors et forcément, on a aussi des enseignants. Victorien l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il jongle entre la recherche et ses 1000 projets, ses 200 étudiants et l'enseignement qu'il doit aussi gérer dans première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, peut-être même, je sais pas. Comment il fait tout ça à la fois? Il faut dire que c'est extrêmement, extrêmement difficile. Ça, c'est encore plus difficile aujourd'hui que je suis un peu plongé dans l'administration, puisque je gère la coopération internationale de l'université. Et je suis obligé d'alterner les méthodes audiovisuelles, c'est-à-dire les cours en ligne et les gymnastiques avec les étudiants pour pouvoir faire les différents enseignements. Parce que je dis, en tant qu'enseignant-chercheur, moi, j'ai une certaine passion à transmettre le savoir et je me dis, faire naître la passion auprès d'un jeune néophyte qui ne connaît pas forcément où est-ce qu'il va aboutir et pourquoi il fait telle étude, telle étude. Mais quand il arrive à se coller à un modèle, c'est beaucoup plus facile pour ce jeune-là d'y arriver. Donc, c'est en ça que je vois mon rôle d'enseignant. Et quelles que soient les difficultés, je trouve très rewarding, c'est-à-dire euh, je n'ai pas le mot vraiment français, mais peut-être Gratifiant, cela gratifiant. me donne de la satisfaction Oui, oui. de faire ces enseignements. Donc, c'est une question d'organisation. Et quand j'ai vraiment du mal, je ne peux pas venir au cours, là, je sais qu'on va devoir faire un rattrapage très rapidement à l'avance. Quand j'ai des voyages à l'extérieur, je décale mes enseignements, je m'entends avec des collègues qui sont formidables, qui comprennent et qui accompagnent la chose. Tous ceux à qui je dis, écoutez, s'il vous plaît, je voyage dans une semaine, laissez-moi votre heure, prenez la mienne, vas-y, 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 il faut les prendre. Et les étudiants, généralement aussi, se plient à cet exercice. J'ai déjà fait cours par Zoom depuis l'Italie, depuis l'Espagne. Et ils font l'effort. Ils font l'effort. Et on dit souvent, le magouilla qui décide de se coudre un pantalon, c'est qu'il sait où il va mettre sa queue, en réalité. Et comme je sais ce que je vis, vous voyez, moi j'ai
une application. Très rapidement, on a tout mon cours de première en troisième année existe sur une application. C'est un MOOC qu'on a monté jusqu'au TP. Tout est sur l'application et les étudiants ont Super. accès à cette application selon le niveau où ils se trouvent. Et donc, ça leur permet de préparer les cours à la maison. Ce sont des vidéos, il y a des supports PDF aussi, il y a des évaluations au niveau de l'application. Et donc, ça rend les cours beaucoup plus interactifs. Donc, je n'ai plus besoin de partir du baseline ou bien de Ouais. vouloir mettre quelque chose dans la tête d'étudiants qui ne savent pas du tout ce que c'est que la microbiologie, ils ne connaissent rien de l'historique. Ils étudient à la maison et les échanges en classe deviennent plutôt des échanges d'expériences, des échanges de qu'est-ce que vous n'avez pas compris. On peut aller en profondeur sur tel ou tel aspect et voilà comment on arrive à s'en sortir. J'adore parce que tu es l'enseignant moderne, effectivement, parce que tu n'es plus celui qui écrit au tableau et qui vient sacrer et tout, puisque effectivement, tu n'es pas forcément toujours là. Tu as Oui, trouvé des ressources pour toujours continuer à transmettre ton savoir bien et même sûr. rendre ça plus attrayant et plus significatif et marquant pour tes étudiants. C'est magnifique. Oui, J'espère que les gens qui nous écoutent vont pouvoir en tirer profit parce il faudrait savoir qu'on est quand même en 2024 et effectivement, aujourd'hui, en tant que chercheur, il y a beaucoup trop de responsabilités. Et si on n'adapte pas le système d'apprentissage, de formation, beaucoup risquent d'être à la traîne et ce sont les jeunes qui vont en pâtir. Les jeunes qui c'est vont en ça. pâtir, en fait. Donc, c'est bien. Moi, j'apprécie vraiment ce que tu as fait et comment tu t'es adapté comme ça, comme tu as dit. J'ai retenu aussi le proverbe en passant, mais c'est bien, c'est magnifique. Et si tu pouvais retrouver et reparler aux jeunes Victoriens, qu'est-ce que tu lui dirais? Hmm, je dirais peut-être, faut pas être toujours aussi naïf, peut-être. C'est ce que je dirais, parce que c'est pas aussi évident, hein. Je me rappelle au début, oh, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu, etc. Donc, l'environnement n'était pas forcément propice, et c'est pas que c'est la belle vie non plus aujourd'hui, vous voyez. Mm, Il y a des gens qui ne comprennent pas mm, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela. Et parfois, la naïveté vous pousse à dire, OK, mais je ne le fais pas pour ma maison, je le fais pour le pays. Pourquoi je dois recevoir un certain nombre de coûts? Ouais. Mais quand vous transcendez cette étape-là et que vous comprenez quand même que euh, il est de la nature humaine que certains ne comprennent pas ce que vous faites. Et par rapport à ce qu'ils ont mal compris, ils agiront de façon conséquente et ils vont vous taper dessus. Donc, quand vous comprenez la chose comme cela, vous voyez avec quelle rapidité également la nature s'arrange à mettre d'autres personnes euh, capables d'atténuer ces coûts et de vous permettre de progresser. Et ce sont ces personnes-là qui vous donnent envie vraiment de continuer et de vous dire, mais voilà, il y en a qui comprennent, il y en a qui soutiennent, il y en a qui donnent leur poitrine, il y en a qui font ceci, cela, et qui vous poussent à aller de l'avant. Et ce que je dis, c'est dans les deux sens, que ce soit de l'extérieur ou même de l'intérieur. Parfois, il y a des gens où vous dites, voilà, ils ont compris, mais ils n'ont pas compris du tout. Où vous allez, ils n'ont pas compris pourquoi vous faites ça. Pourquoi ouais. vous menez ces actions, pourquoi vous menez, vous posez ces pas-là. Et donc, au-delà du choc émotionnel peut-être que cela pourrait engendrer, de la déception, ok, je vais arrêter, je vais raccrocher et tout. Vous dites, mais il y a quand même d'autres qui euh, soutiennent, qui comprennent, qui poussent. Et donc, vous ne pouvez pas abandonner parce que la chose dépasse votre envergure à vous tout seul. Ce n'est plus vous. Donc, ce serait totalement égoïste de dire, bon, compte tenu de ceci ou de cela, je m'arrête. Et voilà, je dirais, si je devais revoir le jeune Victorien d'il y a quelques années, je dirais moins de naïveté. J'appelle ça la ruelle politique, en fait. Il faut en tenir compte.
beaucoup plus Ouais, vite. ouais. Sinon, vous pouvez vous dérouter très vite. Mm. Tu as parlé d'abandon, tu as parlé de déception, de découragement. À quel moment, est-ce que tu peux nous parler d'un moment précis que tu as ressenti, tu as pensé et tu as voulu abandonner et comment tu as fait pour rebondir? Oh, abandonner, je me dis peut-être chaque jour, parfois, on a envie de d'abandonner parce que non, mais c'est réel parce que en fait, vous avez une équipe dont tous les espoirs reposent sur vous et quand vous n'avez pas euh, enfin, tout le monde ne comprend pas forcément la vision dans laquelle vous êtes. Ça, simplement, ça peut vous faire renoncer à beaucoup de choses. Et derrière, il y a le système qui ne favorise pas forcément. C'est-à-dire, quand vous faites, par exemple, du branding, on trouve que euh, vous êtes grosse tête, vous en faites un peu trop, vous montrez. Ouais, ça, c'est des choses qui vous cassent les bras très rapidement. Euh, et de la même façon, vous avez certaines actions qui ne sont pas comprises par le système et notre environnement fait de coups bas, de crocs en jambe, de blocages parfois, vous voyez, institutionnels, parce qu'on n'a pas envie toujours que ce soit l'autre qui arrive à résoudre un problème qu'on devrait pouvoir résoudre soi-même. Et tout cela, vous revenez chez vous et vous vous dites, bon, ça, j'arrête, c'est fini. Je pense à moi-même et je vais faire autre chose de ma vie. Mais la passion pour la chose, dès que le lendemain vous revenez, vous voyez encore des étudiants qui ont accès à des équipements, ont accès à des méthodes, ont accès à des outils de pointe avancés. Quand vous regardez aujourd'hui, j'accueille des stagiaires qui viennent de l'Europe et qui viennent faire des stages chez moi, au Bénin. Aujourd'hui, des travaux menés au Bénin qu'on arrive à publier dans de grosses revues, Scientific Reports, Nature. Je me dis, ça, c'est au-delà de toi. Donc, Ouais. personne ne peut comprendre que tu dises, bon, OK, je raccroche aujourd'hui, j'arrête parce que j'ai eu telle déception, j'ai eu tel coup dur, etc. Ce serait égoïste, tout simplement. Et sur cette base-là, on arrive à relancer la bille et on se dit, bon, puisque tout ceci est au-delà de ma propre personne, donc que l'Éternel, que la nature puisse euh, poursuivre euh, son plan parfait. Et donc, ça aide vraiment à continuer, ça aide à transcender les difficultés du système. Ça aide parfois à rallier des gens qui, en raison de la mauvaise conception qu'ils avaient, ont pris des positions, ont créé des blocages, etc. Ceux-là se rallient à la cause. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois et je me dis, si j'avais raccroché, si je m'étais découragé, je n'aurais pas eu la chance de rallier ceux-là. Et in fine, le malin aurait gagné. Et je dis souvent, il ne faut jamais laisser le malin gagner. Parce que le malin, son rôle, c'est d'empêcher ce qui est bon, c'est d'empêcher ce qui est prometteur, c'est d'empêcher l'atteinte de ce qui est wow, ce qui est beau. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe comment telle personne, il ne faut jamais laisser le malin gagner. C'est un ouvrage que je suis en train d'écrire. J'espère vraiment avoir le temps de le finaliser. Et voilà, qui pourra revenir sur toutes ces expériences. Et je crois profondément qu'il ne faut jamais laisser le malin gagner. Et c'est ce qui me maintient debout et c'est ce qui maintient, en fait, mes collaborateurs les plus proches debout.
Il ne faut jamais laisser le malin gagner. Quand je t'ai entendu parler, j'ai fait ma vidéo d'hier, la vidéo hebdomadaire. Je parlais des types de chercheurs et je disais que tout chercheur devait aspirer à devenir le chercheur ultime. Celui-là qui s'est surpassé, qui a dépassé tous les blocages en lui, dans la société, dans la communauté, pour devenir celui qui vit pour l'impact, qui vit pour ce qu'il va laisser à l'humanité. Peu importe si sa vie en va, il donne tout. Et je pense que tu représentes ce chercheur-là. Ça tombe tellement à pic parce que la vidéo était juste hier et je Ok, t'interviewe juste après. Je pense que tu es vraiment le chercheur ultime qui, en fait, un des chercheurs ultimes que moi je viens d'interviewer. Et il y en a beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'on fait des Tour Africa Story. C'est pour mettre les chercheurs ultimes ou ceux qui sont en bas mais qui espèrent devenir ce chercheur-là bien sûr. et montrer aux autres que c'est possible. C'est possible. On ne doit pas vivre pour sa personne, mais on vit pour ce qu'on va laisser à l'humanité, pour Bien ce sûr. qu'on veut qu'on retienne de nous. J'ai une dernière question. Tu as mentionné quand tu entres chez toi. Je me suis dit, Victorien, qu'est-ce qui se passe quand tu entres chez toi avec ta famille? Oh, ça se passe super bien. Je suis le papa qui apporte souvent du travail à la maison. Et ça, c'est un fait admis par ma famille. Euh, Quand je rentre en dehors de l'instant euh, en bas avec les enfants, à me rassurer quand même que ça va à l'école, les exercices, parce que c'est un peu ça. Très vite, on inculque à l'enfant le devoir de faire ce qu'on lui a donné comme exercice au jour le jour. Déjà, on a gagné un cadre responsable. Et donc, euh, les enfants, ils savent qu'on ne peut pas garder un exercice pour le lendemain. Ça, c'est pas possible. Et après cela, je peux revoir une fois en chambre parce qu'il y a des mails auxquels j'aurais pu répondre dans la journée, surtout les journées compliquées où vous n'avez pas une minute pour gérer quoi que ce soit sur votre mail. Mais les partenaires attendent quand même. Ils ne veulent pas savoir comment votre journée a été houleuse ou pas. Eux, ils attendent cette réponse. Donc, je consacre quelques minutes à résoudre ces questions. Et donc, j'ai un agenda assez organisé pour passer de bons moments, c'est court, mais de qualité. Et euh, avec toutes ces différentes responsabilités, pouvoir interagir quand même avec tout l'ensemble et être opérationnel sans affecter ma santé. Parce que c'est quelque chose euh, qui est à prendre en compte aussi. Il ne s'agit pas de courir, de courir, de courir et à un moment donné d'esquinter le moteur et in fine, tout dégringole. Donc, il faut pouvoir prendre cet aspect-là en compte et lorsque la pression est un peu trop, savoir faire des breaks. Et ça, moi, je le fais très souvent. Dès que je sens un début de pression ou de burn-out, je n'arrive plus à gérer. Je n'hésite pas à mettre le break. Euh, Même chose avec mes collaborateurs. J'avais eu un Zoom avec, je participais, je n'étais pas là en tant que speaker, mais j'ai senti une grosse fatigue, par exemple, auprès d'un de mes collaborateurs. Et dès qu'il a fini, j'ai dit, bon, toi, la semaine prochaine, tu ne viens pas. Parce que là, tu es fatigué, tu parlais même avec peine et tout. Donc, voilà. Il faut pouvoir détecter ces signes de saturation-là auprès des uns et des autres. Et comme ça, on arrive à faire l'équilibre, le juste équilibre.
mais bon, ce n'est jamais un juste équilibre. Évident, Parfois, oui, oui, il y oui, a un overload de travail, mais l'essentiel, c'est de très rapidement réajuster les choses. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, j'appelle ça le work-life blending. Donc, vraiment, on exactement. se débalance et puis on se rééquilibre. Et qu'est-ce que tu Exact. aimerais que tes enfants retiennent de toi? Oh, l'image, l'image d'un père, je dirais, dévoué à la science. Je dis souvent euh, le, le, le devoir du travail bien fait. Ça, c'est quelque chose, peu importe ce que vous avez envie de faire, peu importe ce que vous faites, il faut le faire bien. Il faut le faire de manière à ce qu'on se dise, tiens, quelqu'un a pris par ici. S'il faut faire approximativement, ce n'est pas utile. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer autour de moi, avec mes enfants, mais aussi avec mes collaborateurs. Le devoir du travail bien fait. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on a oublié d'aborder, Victorien? Ah, je pense que on a parlé pendant près une heure 30. Euh, je n'ai pas vu le temps passer. On a fait le tour. C'est quand même plaisant de pouvoir s'asseoir et faire ce rétro-bac-là. Parce que, vous voyez, chaque jour, on est tellement au charbon qu'on ne voit pas forcément soi-même les progrès qu'on réalise. On ne voit pas l'impact qu'on crée. Et pouvoir en parler comme ça, condensé en une seule émission, c'est quelque chose d'inédit. Et pour moi, on a fait un très bon tour et j'ai apprécié ce moment-là. Merci, Victorien. Merci. Merci beaucoup Merci encore beaucoup. d'avoir répondu présent. Et bon courage pour Mais- la suite et on espère que, pourquoi pas, le prix Nobel la prochaine fois. ah oui, je pense que ce n'est pas impossible pour un Africain et dans l'ordre normal des choses, on travaille pour créer cette volonté de toucher les étoiles, vraiment, en tant qu'Africain. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras ou se dire c'est une Mhm. fatalité, on ne pourra jamais être cité dans la cour des grands. C'est totalement faux. L'essentiel, c'est d'adopter un certain nombre de principes, de suivre une certaine méthodologie et je suis convaincu que l'Afrique, d'ailleurs, regorge tellement de talents scientifiques et en matière de technologie et tout. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Donc, c'est un plaisir pour moi et un honneur d'avoir été speaker de Dare to Africa aujourd'hui. Et je suis très content de pouvoir te compter, Luria, parmi, j'ai l'habitude de dire, c'est African Giants. Je disais à Justine la fois passée, voilà, plus on est nombreux, mieux on pourra inverser très rapidement les chiffres et les tendances. Donc, merci vraiment de m'avoir identifié, m'avoir fait faire cet exercice plein d'émotions et en même temps de désir d'aller encore plus loin. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite pour le bien de l'Afrique. C'est ça, Merci, le bien. Victorien. Merci beaucoup. Et à Super. très bientôt. À très bientôt.